Présentation au drapeau du contingent de la classe 2020. Ce sont plus de 2000 recrues, dont 250 sapeurs-pompiers. Pendant 7 mois, les soldats ont appris le maniement des armes, la vie et la discipline militaire. Ils s'engagent à s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme. L'aéroport de Donsin dans une phase d'accélération. Le chantier entamé depuis 2013 pourrait se terminer dans le premier semestre de 2024. Sur le site, ce matin, les acteurs directs et les hommes de médias constatent de l'avancement des travaux dans quelques instants. Hiroshima, commémoré à huis clos par le Japon il y a 76 ans de cela. Little Boy faisait 140 000 morts, une minute de silence et des cérémonies en présence des survivants mais sans public à raison du Covid-19. La journée de l'arbre, c'est pour ce 7 août avec le lancement officiel à Zignaré. Arbre, identité culturelle et cohésion sociale, c'est le thème retenu pour la présente. On en parle dans un instant avec le ministre de l'Environnement, Simeon Sawadogo. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Je reviens à vous dans un instant. Et voici déclinés les titres de votre 20h. Madame, monsieur, bonsoir. Quelle feuille de route pour la mise en place de l'initiative présidentielle Un enfant, un repas équilibré par jour? Le comité de coordination et d'orientation s'y penche à travers une session de travail, une rencontre qui a permis, après 1 heure d'échange, de formuler des recommandations et donner des orientations pour opérationnaliser la phase pilote. Paul-David Bambara et Ernest Kambiri. Ils sont membres du comité de coordination et d'orientation de l'initiative présidentielle assurée à chaque enfant burkinabé en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Ici, à la primature, ils sont autour du Premier ministre chef du gouvernement pour opérationnaliser cette vision du chef de l'État à travers l'examen des contours des textes fondateurs de cette initiative. L'initiative présidentielle est une des initiatives fondatrices de ce que le président du FASO veut que nous fassions en termes de solidarité nationale et surtout en termes de renforcement des capacités de production et de vulgarisation de la consommation des produits locaux en faveur notamment des personnes les plus vulnérables et particulièrement pour le développement des enfants qui sont en âge scolaire. Le décor est donc planté et après plus d'1 heure d'échange à huis clos, c'est toute une batterie de recommandations et d'orientations qui sont ici données pour accélérer et améliorer l'état nutritionnel des enfants burkinabés en âge d'aller à l'école dans cette phase pilote de l'initiative. Vous avez vu que lors du lancement à Lemnoro, l'accent a beaucoup été mis sur des semences qu'on a remis à des producteurs. Ces semences-là rentrent en droite ligne avec la composante 1 et surtout la phase 1. Produire suffisamment pour qu'il y ait une disponibilité des produits. Il y a au moins près de 18 milliards de francs CFA qui est mis à la disposition du MENA à travers les communes pour ravitailler les cantines. Cela doit vraiment être revu pour que réellement les vivres puissent venir directement aux enfants à temps. C'est donc dire que cette première rencontre du comité de coordination et d'orientation donne quitus au secrétariat permanent de pouvoir dérouler sa feuille de route dans une approche qui se veut pluridisciplinaire. Le Burkina Faso qui peut désormais compter sur du sang neuf pour faire face à ces défis sécuritaires. Ils sont 2245, dont 250 sapeurs-pompiers, à être présentés au drapeau ce 6 août. Une cuvée du contingent de la classe 2020, rompue de Renava au maniement des armes, à la vie et à la discipline militaire. La cérémonie, qui s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, est ici immortalisée par Mané Kahien et Karim Sissi. Avec une moyenne de 18,36 sur 20, Isaka Sawadogo est le major des recrues du contingent de la classe 2020. Il reçoit des mains du chef d'état-major de l'armée de terre ses épaulettes. À cette cérémonie de présentation au drapeau, elles sont au total 2245 recrues à recevoir leurs épaulettes. À partir de cet instant, ces jeunes, autrefois appelés recrues, deviennent des militaires. Du sang neuf, pétri de connaissances militaires, au service de la Grande Muette. Ils ont été formés et nous allons les aguerrir. On ne peut pas terminer. Du coup, une formation, il faut du temps. Comme vous le savez, ils sont jeunes, mais ils seront engagés rapidement pour faire face à l'adversité. Le contingent de la classe 2020 était fort de 2250 recrues. 4 ont été radiés
et malheureusement, une a perdu la vie au cours de la formation. Celles qui aujourd'hui sont présentées au drapeau ont été jugées dignes et aptes à servir la nation. Une fierté pour plus d'un. On a appris beaucoup de choses. Je peux dire aussi, nos formations, ça s'est bien passé et les cadres étaient très très compétents. Je les remercie beaucoup car c'est grâce à eux qu'on a été aguerris et on est prêts aujourd'hui pour défendre la nation. Les jeunes militaires ont au cours de cette cérémonie fait des démonstrations de quelques techniques de combat apprises au cours de leur formation à l'assistance. Une parade militaire a mis fin à l'événement. Eux ont plutôt bénéficié de 9 mois de formation, une formation organisée par l'Agence belge pour le développement et l'État burkinabé avec l'appui financier de l'Union européenne. Au nombre de 300, ils sont tous issus du 34e escadron de gendarmerie mobile de Fada et du groupement de compagnies républicaines de sécurité. Un renforcement de capacité adapté à l'évolution de la menace sécuritaire, tenant compte de la collaboration entre gendarmes et policiers. La clôture des séances de travail avec ce 6 août avec Rasmane Zoundi et Amandine Lalsaga. Un convoi d'intervention pris dans une embuscade. C'est un exercice qui colle à l'actualité. Des interventions des forces de défense et de sécurité sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. L'attaque, ici simulée, met en démonstration l'unité spéciale d'intervention, une force mixte composée de gendarmes et de policiers qui, après 9 mois de formation, s'exerce en situation réelle. Cette formation vient renforcer davantage ce que nous avons déjà, c'est-à-dire il va renforcer notre cohésion entre nous FDS et entre nous FDS et la population avec d'autres connaissances, c'est-à-dire les techniques d'intervention, le secourisme. Ici, sur le terrain d'entraînement de Lumbila, 300 éléments du 34e escadron de gendarmerie mobile et du groupement de la compagnie républicaine de sécurité de Fadangourma reçoivent leur parchemin de fin de stage. Une formation initiée par l'Agence belge de développement avec l'appui financier de l'Union européenne. Notre objectif, c'est que, à travers ce projet, c'est que les unités, lorsqu'elles sont déployées, puissent mettre en œuvre ces capacités et qu'à terme, cela contribue à la stabilisation de la zone pour notamment le retour de tous les services de base dans toutes les zones de la région de l'Est. Ils ont mis un point sur ce qui nous fait mal, les questions des embuscades. Si nous avons de la compétence à ce niveau, ça va nous permettre d'avoir des victoires. Et je suis encore plus satisfait que ces éléments qui ont été formés sont venus du terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils connaissent mieux leur environnement. Alors que cette phase pilote s'achève avec les éléments de la région de l'Est, une seconde phase est en cours. Elle s'étale jusqu'en juillet 2022 et concerne en plus des forces de défense et de sécurité de l'Est, celles du centre-Est. En bref, et sur le dossier Norbert Zongo, sachez que la Cour européenne des droits de l'homme a suspendu ce vendredi même l'extradition de François Compaoré, accusé dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Dans un communiqué, la Cour a indiqué au gouvernement français qu'en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme, François Compaoré ne devrait pas être extradé vers le Burkina pendant la durée de la procédure. Cet autre titre de l'actualité, J-1 pour la journée de l'arbre 2021, une 3e édition qui met en exergue l'identité culturelle et la cohésion sociale. Un panel thématique a d'ailleurs réuni les acteurs ce 6 août à Zignaré où se tiendra l'événement. Les travaux avec Issa Kafando et Draman Dadian. L'importance de l'arbre, expliquée ici aux forces vives de la région du plateau central. La place et le rôle de l'arbre dans la société traditionnelle au Burkina Faso et les stratégies endogènes de protection de l'arbre. 2 thématiques au menu des échanges à quelques heures de la journée nationale de l'arbre 2021 prévue à Boilin dans la commune de Zignari.
Une troisième édition placée sous le thème Arbre, identité culturelle et cohésion sociale. Au-delà des aspects liés donc aux écosystèmes, il y a le fait que traditionnellement, l'arbre d'abord est un symbole d'union entre les gens. Quand vous parlez de l'arbre à palabre, vous savez très bien que c'est à l'intérieur, sous l'arbre à palabre, que les grandes décisions se prennent parce que les doyens, les sages, donc se rencontrent là-bas. Les bons élèves, ceux qui plantent utiles et s'investissent pour la préservation et la gestion durable de l'environnement, verront leurs efforts récompensés à l'occasion. Nous avons également une opportunité de montrer notre reconnaissance aux autorités coutumières et aux grands acteurs liés donc à la conservation de nos ressources naturelles et surtout à vous les journalistes, parce que sans vous, le message lié donc à la conservation des écosystèmes ne pourrait pas passer. Il s'agit à travers la Journée nationale de l'arbre, instituée en 2018, d'interpeller la conscience collective sur le respect de l'arbre et des écosystèmes. Et pour justement parler de la journée de l'arbre, nous sommes avec le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Bonsoir une fois de plus, monsieur le ministre. Alors, on va parler de la journée nationale de l'arbre qui a sa 3e édition. Dites-nous déjà, qu'est-ce qui a prévalu à l'institutionnalisation de cette journée? Non, vous savez, cette journée a été instituée par le Conseil des ministres en 2018. Et la première édition a eu lieu en 2019, la deuxième en 2020. Mais pour faire juste un petit retour, on se rappellera que depuis la sécheresse de 1973, il y a eu d'abord une grande dégradation donc, de nos forêts, bon, également de nos terres cultivables. Donc il a été pris conscience que nous devons travailler à restaurer donc, ces écosystèmes-là. C'est pourquoi vous avez eu plusieurs projets, hein, le projet donc... 8000 villages, 8000 forêts, vous avez les 3 luttes, etc., etc. Malgré tout ça, nous n'avons pas pu, donc jusqu'à une période encore récente, malgré les reboisements par le groupement villageois, par l'ensemble donc de tous les acteurs, nous n'avons pas pu restaurer le couvert végétal conformément donc à ce que nous avions comme objectif. Il a fallu trouver une autre formule parce qu'on plantait et on partait et on perdait pratiquement donc la population qui a été plantée là, on perdait un grand pourcentage. Il a fallu donc réfléchir pour voir comment on peut responsabiliser les populations donc pour que donc les plantations puissent être utiles à sauvant l'arbre et nos écosystèmes. C'est la raison pour laquelle donc en 2018 il a été instauré la journée nationale de l'arbre qui prend une autre formule qui permet non seulement de sécuriser donc la plantation et également de travailler à responsabiliser les uns et les autres pour la plantation. Vous savez, on perd pratiquement 247 000 hectares de forêt par an, ce qui fait pratiquement 9% de nos massifs forestiers. Donc si rien n'est fait, on va se retrouver à un moment donné sans forêt, sans arbres. Et là, comme je le disais, ça peut être suffisamment catastrophique pour nous. Est-ce que depuis justement la mise en place de cette journée, vous avez réussi à responsabiliser ces populations, vous avez réussi à atteindre l'objectif que vous poursuivez? Oui, mais puisque l'objectif de la journée nationale de l'arbre, c'est de renverser la tendance. Et donc, nous avons réussi quand même à renverser la tendance parce que nous avons fait le point. Nous sommes pratiquement à 200 000 plants que nous arrivons à mettre donc chaque fois que nous pouvons. Et nous avons pu le faire sur 120 hectares, 120 000 hectares. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important et nous avons des réussites de près de 60%. Donc si on fait le point, on se rend compte que chaque année, il y a un effort qui est fait. Parce que nous le faisons dans des sites sécurisés. Avant, vous arrivez, vous plantez, vous partez. Et nous avons pratiquement 60% de réussite parce que nous avons clôturé, nous avons sécurisé, nous avons responsabilisé les populations. Après la mise en terre des plants, oui. Ils sont entretenus par les populations. Ils sont entretenus par les populations. Et donc, il y a donc une sécurisation donc, avec des grillages et nous avons la population qui est responsabilisée. Donc, maintenant, nous le savons qu'à partir de ça, nous avons plus de 60% donc, de ces plants-là donc, que nous arrivons à récupérer.
D'accord. Alors pour cette année, vous parlez d'arbres, identité culturelle et cohésion sociale. Que sous-entend justement ce thème? Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir par là? Non, puisque dans l'objectif de la journée nationale de l'arbre, c'est de faire appel donc à la responsabilité des populations, nous avons voulu identifier donc la protection de l'arbre donc à nos identités culturelles et à la cohésion sociale. Et ça, c'est assez simple. Parce que vous savez, je le disais tout de suite, pour les grandes décisions, vous êtes obligé donc de vous asseoir sous un arbre pour pouvoir parler. Et vous avez également votre identité parce que si vous regardez un certain nombre de villages, vous regardez, prenez un exemple, le quartier Gongé à Ouagadougou. Gongé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le nom d'un arbre. Vous avez des villages qu'on appelle, par exemple, Sabsé, qu'on appelle Ronré, etc. C'est des exemples comme ça qui sont liés à l'arbre. Donc, ça vous donne une identité, donc déjà du fait de l'arbre, donc qui est un symbole donc de cette unité donc du village ou de la communauté. Évidemment, il y a également, il ne faut pas qu'on le cache, il y a un certain nombre de sacrifices, un certain nombre de rituels qui se font dans le forêt avec l'arbre. Et sans oublier l'arbre à palabre, donc sous lequel donc les grandes décisions se prennent, c'est-à-dire comment orienter le village, comment traiter des conflits dans le village. Donc aux sources, voilà, les sources, voilà, etc. Donc c'est très important et nous pensons que ce thème-là a été développé et les gens ont très bien compris. C'est pour l'adhésion populaire. Est-ce que pour 2021, la journée de l'arbre connaîtra une spécificité? Oui, mais c'est une grande spécificité, c'est les mêmes. Nous avons d'abord le panel donc, qui a eu lieu aujourd'hui. Nous avons ensuite donc la cérémonie officielle demain. Elle va se dérouler demain, avec le président du FASO lui-même, parce que c'est un projet qui est porté à un très haut niveau de l'État. Donc c'est vraiment une expression qui invite tout le monde donc, à travailler, à restaurer donc, nos écosystèmes. Et après cela, nous avons donc la foire de l'arbre. Nous avons également donc, un certain nombre de récipiendaires qui vont être décorés. Et nous avons des prix à remettre, donc notamment aux populations et surtout aux hommes de presse. Et donc, qui nous accompagnent dans cette lutte-là parce que nous avons beaucoup besoin de conscientiser, donc de faire en sorte que les gens comprennent l'utilité de l'arbre et de la reforestation. D'accord. Merci, monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau et merci d'avoir pensé aux journalistes. Et relativement à cette journée nationale de l'arbre, ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, Président du Conseil des ministres et chef de l'État. La Direction générale du protocole d'État informe les personnalités invitées que le début de la cérémonie initialement prévue le samedi 7 août à partir de 10h30 au gouvernorat du plateau central 6 à Zignaré est ramené à 11h40. Je rappelle, 11h40 le même jour. Elle s'excuse des éventuels désagréments que ce changement pourrait engendrer. Leur limite d'arrivée est désormais fixée à 10h. Suite donc de cette édition, nous parlons du chantier de l'aéroport de Dancin. Entamé depuis 2013, les travaux devraient voir le bout du tunnel avec une accélération constatée. L'on annonce la fin probable pour 2024. Sur le site, ce matin, la maîtrise d'ouvrage, les acteurs et les professionnels des médias. Constat avec Gérard Sommet et Sekou Zongo. Voici la structure de l'entrée principale du futur aéroport international de Dancin. L'ensemble des acteurs principaux et les services techniques directs de ce grand projet sont ici pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Débriefing de l'itinéraire de la visite du jour sous le regard attentif et l'écoute active des hommes de médias. La réalisation de l'aéroport de Dancin comporte 3 composantes majeures, à savoir la réalisation des voies d'accès accompagnées d'éclairage public, les travaux de la base militaire et ceux de la plateforme aéroportuaire. Et sur tous ces points, les travaux avancent à grands pas. Tout ce qui concerne le renforcement de la RN3 et les différentes bretelles sont pratiquement achevés. Ce qui est en cours aujourd'hui, c'est l'éclairage public. Et il faut ajouter que, en ce qui concerne l'accès direct à l'aéroport, c'est prévu une voie en forme d'autoroute
Et ce projet aujourd'hui d'autoroute, nous avons pratiquement toutes les études techniques de réaliser. Les travaux de la base militaire, globalement, nous pouvons estimer un avancement autour de 20%. Les travaux au niveau de la plateforme aéroportuaire, pour l'ensemble de ces travaux, nous sommes autour de entre 75 et 85%. Nous sommes en charge des travaux de l'éclairage public des voies d'accès de l'aéroport de Dancin. Les travaux sont presque finis sur les 2 bretelles. Actuellement, nous sommes près de 93% du taux d'exécution. Dans 2-3 semaines, nous pouvons livrer les ouvrages à la moitié. Les travaux de la chaussée aéronautique et des bâtiments en zone technique sont en préparation, ce qui n'entrave nullement l'avancée du projet. Mais des insuffisances de crédit budgétaire constituent la principale difficulté. Une difficulté qui non plus ne doit impacter la qualité de l'ouvrage attendu. L'infrastructure aéroportuaire, c'est un ouvrage qui va être certifié. Donc, quelles que soient les contraintes budgétaires auxquelles nous allons être confrontés, tout ce qui va être nécessaire à réaliser pour que l'aéroport soit certifié, nous n'avons pas le choix. Je prends l'exemple de la chaussée aéronautique. C'est prévu 3,5 km de chaussée aéronautique avec une certaine largeur. Nous n'avons pas le choix que de réaliser les 3,5 km avec la largeur prévue. Autre point positif de ce projet, c'est l'autorisation du gouvernement de la signature d'une convention de société d'économie mixte, une société qui devrait résoudre les contraintes budgétaires et accélérer la réalisation de l'infrastructure. Le premier semestre de 2024, c'est la date attendue pour la réception de l'ouvrage dont la capacité d'accueil est estimée à 1 million de passagers et extensible à 5 millions de passagers par an. Waiguya est également en plein chantier avec la réalisation de 2 infrastructures routières, des chantiers qui se veulent une réponse du gouvernement à certaines préoccupations des populations. Pour ce faire, 5 milliards sont mobilisés par l'État et sa partenaire de la Banque mondiale. Constat des travaux le 3 août dernier avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. La ville de Waiguya est en chantier. Des bulldozers en plein travail, des ouvriers aussi. Le revêtement superficiel de 5 km de la route passant devant le lycée Yamboya est terminé. D'autres voiries sont en pleine réalisation dans plusieurs secteurs. Au total 12 km dans la cité de Nabakango. Globalement, pour ce qui concerne le volet de l'État, financé par le volet de l'État, nous avons un taux d'exécution de 100% à peu près. Les travaux qui sont en cours actuellement, c'est le volet qui est financé par le PTDU, c'est-à-dire par la Banque mondiale. Et ce volet est à 30% aujourd'hui. Et nous pensons qu'au regard de la physionomie de ce qui se fait, au regard du taux d'exécution que nous avons actuellement, normalement, d'ici le 31 octobre, on peut aussi livrer les 7 autres kilomètres qui sont en cours d'exécution. Sur les traces de ces chantiers, 2 membres du gouvernement, accompagnés des autorités et des ressortissants de la région du Nord. Leur mission, constater l'évolution des travaux financés à hauteur de 5 milliards de francs CFA par l'État burkinabé et son partenaire, la Banque mondiale. Globalement, dans la ville de Waiguya, nous pensons que les travaux se déroulent bien, de façon satisfaisante. Nous avons constaté des améliorations possibles, notamment sur les 5 km qui sont déjà achevés. On pourra donc l'améliorer en faisant un revêtement supplémentaire. Sur les 7,5 km qui sont en cours, notre partenaire technique et financier a accepté de nous accompagner pour que nous le fassions en béton bitumineux et non en bicouche comme initialement prévu. Je précise que ces travaux-là vont être accompagnés d'assainissement, de caniveaux, également d'éclairage public. Après Waiguya, direction Ramsa, une 50aine de kilomètres pour voir l'évolution de la construction du plus grand pont de la province du Yatenga. L'ouvrage mesure 100 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. Les travaux sont confiés à l'entreprise Groupement Faso Contractor pour un montant de plus de 5 milliards de francs CFA. Le ministre Éric Bougman fait ici le point de toutes ces réalisations au roi du Yatenga à travers une visite de courtoisie après celle des infrastructures routières.
En visite également le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Lieu choisi, la SNCTEC, entreprise spécialisée dans la production de l'huile alimentaire, du savon et d'aliments pour bétail. Pour Aruna Kaboré, il s'agit de constater les réalités de travail des agents, traduire les encouragements du gouvernement et recueillir les préoccupations. Les détails de la visite avec Drissa Traoré et Ismaël Saturnin-Paré. Le ministre en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, à la société Nouvelle Huilerie et Savonnerie Citec de Bobo Dioulasso. Une visite pour toucher du doigt les réalités dans cette unité qui opère dans le secteur des oléagineux au Burkina Faso. Et c'est l'occasion pour son premier responsable de faire une présentation de la structure, mais aussi de souligner les défis du moment. Je suis venu ici encourager des centaines de travailleuses et de travailleurs qui participent à la transformation de matières premières locales, qui font aujourd'hui que de plus en plus, nous allons devenir moins dépendants des produits importés. C'est aussi le lieu de saluer les commerçants grossistes qui ont compris le message du gouvernement et qui ont choisi de participer à ce mariage de qualité entre l'industrie et le commerce pour permettre donc d'écouler notre production nationale. Avec le ministre, nous avons exploré d'autres pistes de diversification, notamment avec la transformation de la graine de soja en huile pour augmenter de façon substantielle notre offre en huile alimentaire et d'autres matières oléagineuses. Je pense que les discussions sont bien avancées. Pour Aruna Kabori, sa présence à la SNCTEC témoigne du soutien du gouvernement à être aux côtés des entreprises nationales en vue de leur garantir les conditions pour leur viabilité. Et sur la question de la flambée des prix des denrées de première nécessité comme l'huile, le ministre a sa réponse. Nous savons très bien que c'est l'augmentation du coût de fret qui font que les produits importés deviennent chers, mais les produits qui sont fabriqués au plan national, au niveau de la SNCTEC, les prix sont encadrés et les prix restent les mêmes quand ils sortent ici. Chez les grossistes, les prix qu'ils prennent ici, ils bénéficient donc des mêmes prix tels que prévus par l'arrêté. Maintenant, lorsque nous rentrons dans les détails, il y a de la spéculation sur le terrain. Donc c'est l'occasion de lancer un message fort aux populations, de leur dire il n'y a pas de problème de rupture de stock. On continue de produire de l'huile, on continue de produire donc du savon. Il y a des gens qui spéculent et il faut continuer donc à les dénoncer. Étaient aussi de cette visite les grossistes et autres partenaires de la SNCTEC. Tous réitèrent leur engagement à accompagner la société afin qu'elle puisse atteindre au mieux ses objectifs, entre autres l'amélioration continue de la productivité et la conquête de nouveaux marchés. 3 journées de travaux et voici refermé l'atelier de validation du projet de document de base des Assises nationales sur l'éducation. Le dit document va servir de base à la tenue des assises au plan régional et national. Amado Ilboudo et Caroline Ouaré. C'est une étape déterminante pour la suite du processus. La validation du document de base de la tenue des assises nationales est ainsi franchie. Pour cette étape, les apports d'anciens ministres de l'Éducation et autres personnalités commises à des tâches de responsabilité au sein du département ont été requis. Partenaires techniques, financiers et acteurs de la société civile sont aussi partie prenante. 3 jours durant, ils ont travaillé en groupe et selon les thématiques, validant ou recommandant suivant les contenus. Un travail que le premier responsable du département de l'éducation juge satisfaisant. Je suis très satisfait et je félicite à mon tour aussi ce comité technique national, le comité technique qui a rédigé le draft, le comité technique national qui a validé ce document et j'encourage donc le comité d'intégration des amendements qui va donc dès lundi commencer le travail de façon à ce que nous ayons des documents de travail suffisamment bien élaborés. L'enjeu du document est de guider les acteurs de l'éducation nationale sur les entraves et de proposer les solutions. Vous voyez déjà que lors de la tenue de cet atelier, donc certains partenaires sociaux qui ont été invités à pouvoir contribuer, ont décliné l'offre. Donc on ne peut pas avoir un consensus total donc, sur ces questions, mais un consensus suffisant pour aller de l'avant. À présent s'ouvrent les challenges des assises régionales puis nationales. Elles sont prévues se tenir dans toutes les 13 régions du Burkina.
Pour l'Union chrétienne médicale et paramédicale, il faut mener la réflexion sur les maux qui touchent le domaine de la santé et surtout trouver une solution à la corruption. Un 14e congrès national est prévu se tenir sur 3 jours. Le ministre de la Santé était à l'ouverture des travaux à Lumbila. Les détails avec Adama Guiti et Vincent Kenrobeo. Ils sont des professionnels ou personnels administratifs de la santé, chrétiens évangéliques, regroupés au sein de l'Union chrétienne médicale et paramédicale. L'UCMP qui tient ici son 14e congrès national. Le chrétien travaillant dans le domaine de la santé face aux défis du siècle présent, c'est le thème principal de ce congrès. En tant que soignant, vous avez entendu lors des discours, il y a souvent les défis face à la Covid que M. le ministre venait d'évoquer. Il y a certains mots qui sont véritablement notre quotidien. La corruption, le laxisme, le népotisme et même quelle réponse donner quand on vient vous parler d'avortement sécurisé. Il faut de temps en temps que les chrétiens se réunissent, nous qui avons fait l'engagement de soigner l'homme dans sa totalité pour déjà réfléchir à ces solutions-là. Exercer son métier avec conscience et dévouement à soigner tout l'homme, à l'image du bon samaritain ou de Jésus-Christ, telle est l'exhortation faite aux participants venus de plusieurs provinces du pays. Et c'est un message qui rencontre l'assentiment du ministre de la Santé qui a officiellement ouvert les travaux. Nous souhaitons également que les membres soient des encadreurs de la jeune génération, qu'ils puissent être des mentors et faire en sorte que dans nos hôpitaux, il n'y ait plus de souffrance par des problèmes en rapport avec nos comportements humains. Le programme du 14e congrès de l'UCMP se déroule jusqu'à la fin de la semaine et devrait connaître un renouvellement de son bureau exécutif. Dans le même registre, le centre médical de Boromo vient de rejoindre la liste des structures sanitaires habilitées à effectuer le diagnostic du Covid-19. C'est la société minière Roxgold Sanou qui offre au CMA un appareil test évalué à 19 millions de nos francs. La société a également favorisé la formation du personnel. La remise avec Naba Ida Dabiré et Draman Asso. Le laboratoire du CMA de Boromo peut désormais effectuer le test de la Covid-19 grâce à cet appareil offert par la société minière Roxgold Sanou. C'est le haut-commissaire de la province des Balais qui reçoit l'appareil des mains de Roxgold Sanou avant de le transférer au district sanitaire de Boromo. En plus de ces équipements, le personnel a bénéficié d'une formation et un réaménagement du local, le tout à un coût de 20 millions de francs CFA. La société minière répond ainsi à une doléance exprimée par les autorités afin d'améliorer la qualité de la prise en charge des populations. Notre responsabilité sociale est très prononcée. Nous accordons de la valeur aux communautés, nous accordons de la valeur à l'excellence, nous accordons de la valeur à l'environnement et nous accordons de la valeur à l'intégrité. C'est ce qui améliore chaque jour notre collaboration, notre intervention avec nos communautés. Et l'appareil que nous venons de remettre aujourd'hui, le GNSP 4, est un appareil dont le MCD l'a fait sortir qui peut permettre de traiter beaucoup de pathologies telles que le VIH-Sida en plus de la Covid-19 et telles que également l'hépatite. En tant que président du conseil de santé du district, je suis très heureux ce matin d'avoir reçu ce matériel de la part de Roxgold. Cet appareil va soulager vraiment beaucoup la population qui se rendait soit à Ouaga ou bien à Bobo pour ces tests-là. La province des Balais a enregistré son premier cas de Covid-19 le 22 mars 2020. Ce sont 98 cas qui ont été détectés et pris en charge avec succès. À l'international, le Japon commémore Hiroshima 76 ans après, un anniversaire à huis clos pour cause de Covid-19. Les bombardements de Nagasaki et Hiroshima avaient à l'époque fait 214 000 morts. À l'occasion du 76e anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima, le maire de la ville martyre japonaise, Kazumi Matsui, a déclaré que la tragédie avait appris à l'humanité que menacer les autres pour se défendre ne profitait à personne. Comme en 2020, en raison de la pandémie de Covid, le grand public était exclu des commémorations. Les cérémonies se sont déroulées en présence de quelques survivants et d'une poignée de dignitaires étrangers venus honorer la mémoire des victimes et lancer un appel à la paix dans le monde.
Les participants ont observé une minute de silence à 8h45, l'heure exacte à laquelle le 6 août 1945, un B-29 américain largua sur la ville la bombe atomique à l'uranium surnommée Little Boy. Les bombardements de Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 firent 214 000 morts. Le 15 août 1945, la capitulation du Japon mit fin à la Seconde Guerre mondiale. Un rappel, la Cour européenne des droits de l'homme a suspendu ce vendredi même l'extradition de François Compaoré, accusé dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Dans un communiqué, la Cour a indiqué au gouvernement français qu'en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme, François Compaoré ne devrait pas être extradé vers le Burkina pendant la durée de la procédure. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.